Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme tous les soirs, c'est un plaisir de vous retrouver pour votre rendez-vous quotidien de l'actualité sur 8 Mont-Blanc. Bienvenue dans Accès Direct. Et au programme, ce soir, on va faire simple, facile, efficace, puisque nous parlerons lutte contre le gaspillage alimentaire, avec notamment une application à l'honneur, Too Good To Go, et Sophie Fayet, une de ses managers, qui répondra à nos questions. Franck Moulard sera également avec nous. Il est chef dans le restaurant Libertart. Il est également utilisateur de cette application. Nous verrons ensemble les bénéfices qu'il y a tirés. Et comme chaque lundi, c'est la tradition, nous accueillerons Sébastien Germain pour l'Instant Sport. Aujourd'hui, il sera accompagné de Marc Boucher, le président du Servette Club Rugby. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Mais comme chaque soir, on commence avec le même principe. Bonsoir Olivia. Bonsoir Manu. Avec toi, on revoit les titres qui vont être développés dans le JT d'ici quelques minutes, à 18h30 précise. Et ce soir, on va parler pollution ou en tout cas qualité de l'air. Exactement, donc la vallée de l'Arve, c'est toujours la même rengaine. Là, on va parler ce soir du plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve. Le deuxième plan, en fait, est en cours d'élaboration. Donc, en fait, c'est Kimberly Trivio qui va nous expliquer en quoi consiste ce plan. Et ensuite, Jean-Paul Crespi était ce matin à Passy, puisque le préfet a fait une visite d'une entreprise SGL Carbone, une visite qui n'était pas ouverte aux journalistes, mais après il s'est exprimé, donc on verra tout ça. On a hâte, surtout que c'est très attendu, le dossier PPA2 dans la vallée de l'Arve. Effectivement. Et ensuite, on va rester dans les montagnes, mais pour parler santé cette fois-ci. Exactement, donc on sera par Skype avec une représentante de l'établissement français du sang, puisque tu le sais, les dons, les stocks sont loin d'être pleins. Donc plusieurs événements ont lieu cette semaine. Et parallèlement, c'est un reportage de Fanette de Buisson par rapport à la désertification médicale. C'est un phénomène qui touche beaucoup de villes en France, dont chez nous, en Haute-Savoie. Donc plus de détails dans le journal. On a hâte de voir ça. Et puis, pendant que tu es là, je te garde pour la revue de presse. Et avec toi, ce soir, on mise sur l'attente et plusieurs heures d'attente qui sont attendues à la frontière. Oh oui, donc tu le sais, là, les ponts arrivent et il y a les fêtes de l'Ascension en Italie. Donc, ce qui veut dire gros bouchons à l'entrée du tunnel du Mont-Blanc. C'est la préfecture de Haute-Savoie qui prévient les automobilistes. Les bouchons sont prévus les mercredis 9 et jeudi 10 mai. Peut-être même demain mardi, donc il faut faire attention. Le préfet de Haute-Savoie conseille d'éviter les pics suivants, les heures de pointe, pour mercredi de midi à 22h et pour jeudi de 7h à 14h. Oui, ça fait quand même des bons pics. Je pense que les douaniers vont avoir du service. Et puis on continue avec de l'attente, mais cette fois 14 années d'attente. 14 années d'attente, et c'est un portrait magnifique que l'on retrouve dans le temps. Alors un portrait de Maritza Pierola, donc c'est une Bolivienne qui a travaillé pendant des années en tant que dame de compagnie en Suisse. Après 14 ans de vie clandestine, elle a obtenu un permis de séjour, ce qui a changé sa vie évidemment. Alors en 2004, elle quittait son pays à l'âge de 31 ans. Elle a rejoint quelques 12 000 immigrés clandestins qui vivent et qui travaillent à Genève. Et puis il y a quelques mois, grâce au plan Papyrus qui vise qui a déjà permis à plus de 1000 personnes d'avoir des papiers, de pouvoir travailler sereinement, de les régulariser finalement en Suisse. Son rêve s'est réalisé. Elle a eu le Graal en fait. Donc en fait, dans cet article, on a vraiment toutes ces 14 années d'attente en fait, de travail, de peur, puisqu'aujourd'hui elle peut voyager sans crainte d'être arrêtée et sans papier du coup. Et elle peut surtout reprendre ses études. Donc c'est un portrait qui est magnifique. Eh ben, je vais lire ça, tu vends ça très très bien. Vraiment. Et puis avec toi, on reste en Suisse. On reste en Suisse et toi tu as parlé des années d'attente, et ben moi plus que 2 mois d'attente avant que le pape débarque à Genève. Car oui, si on parlait beaucoup des clandestins, si on parlait beaucoup des élections un petit peu ces derniers jours dans la presse suisse, c'est bel et bien le pape qui fait le plus couler d'encre et qui intéresse le plus nos voisins romans. Car oui, mi-juin, le 21 juin prochain, le souverain pontife passera sa journée à Genève. Tu te rends compte, de cet événement. Pour rappel, la dernière fois, c'était en 2004, c'était Jean-Paul II qui était venu, c'était du côté de Berne. Mais là, en tout cas, c'est une visite qui s'annonce déjà super speed, puisqu'il atterrira, donc le souverain pontife atterrira à 10h10 à Genève, avec la quantité de gardes suisses qu'il a, je te garantis, il va être à l'heure. Et la journée va s'enchaîner. Alors, une cérémonie d'accueil à l'aéroport. Ensuite, le pape rencontrera Alain Berset, le président de la Confédération. Ensuite, à 11h15, une petite prière au centre œcuménique
œcuménique des églises, puis retour au centre œcuménique. Et oui, ensuite, 17h30, la grand-messe. Car oui, je te le donne en mille, le pape François célébrera une messe à Palexpo devant, on estime, à peu près 70 000 fidèles. Un événement ô combien attendu. Et il va falloir bourrer un petit peu, je pense, pour avoir des places au premier rang. Mais bon, sachant que si on arrive à le toucher, on est exempt de tous nos péchés, on devrait peut-être y aller, toi et moi. Et puis on quitte la Suisse, direction Grenoble, Manu. Oui, les dernières célébrations de mai 68 ont vraisemblablement dû inspirer les collégiens qui bloquaient déjà depuis jeudi dernier le campus de Grenoble, entre autres. Alors en cause, c'est la loi Vidal relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. Et ce lundi matin encore, dès 6h, une trentaine de manifestants bloquaient les accès aux amphis, mais c'était sans compter les bons élèves qui comptaient aujourd'hui passer leur partiel. La situation s'est envenimée, les CRS sont arrivés comme presque à chaque fois, ça s'est fini à coups de gaz lacrymo et même les partiels ont été annulés pour la plupart. Alors ce qui m'a quand même un petit peu fait rire, c'est que la directrice départementale de la sécurité publique était sur place et que face à l'action, elle a déclaré à nos confrères du Dauphiné: j'ignore si les forces de l'ordre ont fait usage de leur matraque télescopique, mais si c'est le cas, ce serait parfaitement légitime. Je ne sais pas comment ça va se passer les partiels, mais une chose est sûre, en tout cas, c'est qu'avec cette formation, ils sont tous prêts, nos petits jeunes, à aller dans la jungle du marché de l'emploi. Merci Manu. Mais merci à toi Olivia. À On te rappelle pour le rappel des titres et j'accueille avec nous notre premier invité du jour, monsieur Franck Moulard. S'il vous plaît. Franck Moulard, bonjour. Bonjour Emmanuel. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Vous êtes chef restaurateur, si je ne dis pas de bêtises. Chef pâtissier. Chef pâtissier. Alors, c'est pas la même chose que restaurateur. On finit le service des clients. Ah, ça doit être ça. Et avec vous, on va parler de la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est un vrai souci qui se pose aujourd'hui en France, mais dans le monde entier. Pour cela, vous avez décidé de vous adjoindre les services, si on peut dire, d'une petite application. Mais avant ça, on va reprendre les choses dans l'ordre et nous parler de Libertart. Libertart, donc, c'est maintenant une solution de restauration à la fois gourmet, à la fois restauration rapide. C'est dans Annecy et ça a été créé depuis fin 2016, si je ne dis pas de bêtises. Ben voilà, vous avez bien appris votre leçon. Effectivement, ça fait un peu plus d'1 an qu'on a ouvert un concept 100% sans gluten, ça je le précise, de restauration pâtisserie, mais aussi restauration salée, sur place et emportée, en plein centre d'Annecy, près de la gare. Tout à fait. Donc ça, c'était vraiment une idée qui vous venait de longue date, ou en tout cas, vous aviez à cœur vraiment de faire donc, ce commerce avec quelques valeurs qui y sont liées. Vous le disiez qu'il y a quelques maintenant, le sans gluten en faisait partie, et le respect, si on peut dire, de l'écologie également. Voilà, exactement. C'est vrai qu'en plus de l'application Too Good To Go dont on va parler, les services publics ont mis en place depuis quand même un peu plus d'1 an et demi, étaient sur le projet de comment aussi collecter les déchets. Donc il y a eu une phase qui du coup a été prolongée, qui est toujours en activité, de comment collecter les déchets des restaurateurs entre autres. Donc il y a eu un certain nombre de professionnels qui ont adhéré du coup à cette démarche-là, qui est toujours du coup active, sur la récupération du coup de nos déchets organiques, donc tout ce qui est les épluchures de fruits, de légumes, des coques, d'œufs, voilà. Et du coup, ça fait partie, du coup, dans le prolongement, effectivement, l'application Too Good To Go, comment essayer de combattre effectivement le gaspillage alimentaire. Alors, on va y revenir dans quelques instants avec Sophie Fayet, manager de Too Good To Go, qui sera avec nous par Skype. Mais juste avant ça, on reprend un peu le concept de l'application. Aujourd'hui, c'est la possibilité pour tous les usagers qui s'inscrivent sur cette application de pouvoir bénéficier donc à prix cassé des invendus finalement de la journée. C'est ça, exactement. En fin de compte, n'importe quel professionnel issu de l'alimentation, que ce soit une boulangerie, une pâtisserie, un restaurant, un hôtel, une supérette, décide effectivement via cette application de mettre un certain nombre de paniers surprise, donc c'est-à-dire que le client le connaît cette démarche, adhère du coup à la philosophie de Too Good To Go, à un prix effectivement cassé, parce que c'est en gros au tiers de sa valeur. On a des paniers, Sophie pourra peut-être en parler mieux que moi, mais qui peuvent permettre aux clients d'acheter jusqu'à 5 €, donc le tiers de sa valeur, un panier surprise, sucré, salé, ils ne savent pas. En fin de compte, c'est ça l'idée, c'est je prends l'invendu du commerçant, voilà, et je rentre à la maison et je découvre aussi ces produits-là, quoi. L'idée, en plus, c'est d'avoir un type de clientèle qui est complètement hétéroclite, hein, c'est tout le monde, en fin de compte, les jeunes, les anciens,
retraités, actifs, tout le monde découvre ça et rentre du coup dans ce circuit du respect aussi lié à la nature et j'essaie de faire un peu plus. Eh ben, on va voir ça tout de suite d'ailleurs avec un petit jingle et on sera avec Sophie Fayet dans quelques instants, mais tout de suite une petite vidéo pour mieux comprendre de quoi on parle. Too Good To Go, l'application, le site internet. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau en direct depuis la capitale, Sophie Fayet, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le manager de la zone sud-est pour Too Good To Go. Et c'est vrai, question bête et méchante, que ça a pris un essor assez impressionnant dès les premiers mois du lancement de l'application. Exactement, oui. En fait, l'application a été lancée il y a 2 ans en France. Et en effet, l'essor est très fort parce que nous avons aujourd'hui plus de 3500 commerçants partenaires référencés partout en France. Il y a plus d'1,5 million personnes qui ont téléchargé l'application. Et on est très fiers de pouvoir dire qu'on a sauvé plus d'1 million de repas de la poubelle en 2 ans, en moins de 2 ans. L'essor est très fort. Vous êtes finalement les premiers à se mettre un petit peu sur le côté numérique pour éviter le gaspillage. L'idée, elle est venue d'où et il y a combien de temps? J'imagine que ça a été tout un process pour élaborer et faire fédérer des commerçants à votre démarche. Oui, alors l'idée vient d'un constat. Aujourd'hui, il y a plus d'un tiers de la population, de la production française, de la production nationale, production mondiale alimentaire qui est jetée chaque année. Ça correspond à 10 millions de tonnes par an en France. Et en fait, Lucie Bache, qui est la fondatrice de Too Good To Go France, a eu l'idée en visitant sa boulangerie de quartier et en se rendant compte que la vendeuse allait tout jeter à la poubelle le soir même, lui a proposé de racheter à petit prix ses invendus. La boulangère était d'accord, du coup elle lui a acheté et là elle s'est dit mais pourquoi ne pas connecter pourquoi ne pas s'appuyer sur les technologies pour connecter des utilisateurs comme elle en fait, des citoyens qui pourraient être intéressés d'acheter ces produits à petit prix et des commerçants qui eux sont prêts à les vendre même à petit prix pour justement ne pas les jeter. Et en fait l'idée c'est vraiment de s'appuyer sur les technologies pour faire cette connexion-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'au-delà du geste un petit peu recyclage, qui est, on peut le dire, dans la tendance aujourd'hui, est-ce qu'il y a de plus en plus d'usagers de cette application aujourd'hui qui se manifestent et qui vont, j'imagine, connaître des nouveaux secteurs, des nouveaux artisans, commerçants, comme justement Franck qui est devant moi? Est-ce que vous pensez qu'au final, c'est un cercle vertueux? Oui, tout à fait. En fait, c'est vertueux à la fois pour le commerçant, pour l'utilisateur et pour la planète. Pour l'utilisateur, lui, il a rien à perdre. En fait, il paye un tout petit prix sur l'application pour récupérer un beau panier surprise d'un vendu de manière générale de 3 fois la valeur qu'il a payé. Ça lui permet en effet de découvrir des nouveaux commerçants. Il y a beaucoup de nos utilisateurs qui sont friands de découvrir un petit peu tout ce qui se passe dans leur quartier et du coup qui utilisent le Too Good To Go pour découvrir tout ce qui se passe autour d'eux. Pour le commerçant, c'est aussi complètement gagnant-gagnant et Franck l'a dit tout à l'heure, le commerçant s'engage, il n'a pas d'engagement dans son partenariat avec Too Good To Go. Lui, il récupère quelques euros sur des produits qu'il n'aurait pas vendus. Il vide complètement ses poubelles parce qu'aujourd'hui, on a une communauté d'utilisateurs qui est suffisamment grande pour que tous les paniers mis en ligne sur l'application soient vendus. Et en plus, comme on l'a dit, l'application permet aux commerçants de leur apporter une belle visibilité.
le commerçant va communiquer sur son engagement pour réduire le gaspillage alimentaire et en même temps se faire découvrir l'application. Et la planète est bien contente qu'on jette moins tout ce qu'on a produit en amont. Dernière petite question, Sophie. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, le site internet et l'application est disponible dans 7 pays. Est-ce qu'il est encore possible d'étendre le cercle de ces consommateurs vertueux ? Vous voulez dire vous voulez dire Alors, géographiquement internationalement ou même. thématiquement? En fait, aujourd'hui, tout est possible. C'est-à-dire qu'on va continuer notre lutte contre les gaspillages alimentaires à la fois de manière géographique, c'est-à-dire continuer à s'étendre dans des nouveaux pays et même plus en profondeur dans tous les pays où on est présent. Mais la lutte anti-déchets et en fait anti-gaspillage n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi plein d'autres secteurs où on jette des produits neufs. On pense au prêt-à-porter, on pense aux fleurs. Et en fait, aujourd'hui, vraiment, c'est une guerre contre les gaspillages. On s'est attaqué à l'alimentation pour commencer. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Et du coup, on est hyper fiers d'avoir lancé ce mouvement-là. Parce que Too Good To Go est vraiment devenu une communauté anti-gaspi nationale et même européenne. Et on a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui nous soutiennent. Et voilà, et c'est vraiment... voilà, Too Good To Go est devenu un label anti-gaspi et on peut être fier de ce qu'on a fait. En tout cas, félicitations, une très très belle action. Merci beaucoup Sophie Fayet d'avoir été avec nous. Excusez la qualité du réseau, de temps en temps un petit peu vacillante, mais c'est ça les aléas du direct. Et je reviens avec Franck Moulard justement. Concrètement, vous me disiez en préparant cette émission, ça vous a rapporté de nouveaux clients, cette application, qui ne vous connaissaient pas, Libertart, basée à Annecy, mais qui ont eu des nouvelles ou qui ont entendu parler de votre restaurant grâce à cette application. Oui, tout à fait. Comme l'a dit un peu Sophie, c'est que ce sont des clients qui rentrent du coup dans cette démarche-là, qui regardent qui sont les nouveaux professionnels qui rentrent du coup dans la distribution des produits, ils testent. Et c'est une grande partie de ces clients-là, effectivement, reviennent. Effectivement, au début, le client, le commerçant se dit est-ce que ça va être bien pour mon image, etc. Parce que c'est encore des codes qui sont à casser. Et je pense que même quand on fait de la qualité et du haut de gamme, on peut avoir une éthique et une démarche de se dire attendez, on va pas, comme elle le disait, on ne va pas être bête. On a un produit, on peut le vendre à prix sacrifié. Avant, ça ne se faisait pas trop, on ne voulait pas trop, on le faisait au compte-gouttes. Là, on a un produit, un support numérique qui permet finalement d'avoir une liaison. On a, je vous disais, aussi bien de l'étudiant, de l'actif, du retraité. Les gens regardent, disent tiens, c'est intéressant. Nous, en plus, on est dans la catégorie produits un peu spécifiques, sans gluten. On va tester et beaucoup sont surpris, disent finalement, c'est bon. Et je revois ces clients, finalement, après commander normalement à la boutique, dans la journée, le matin, indépendamment du circuit Too Good To Go. Donc oui, ça amène un plus, finalement, pour le professionnel. Et comme disait Sophie, une visibilité en plus. Aujourd'hui, vous pouvez imaginer du coup le zéro déchet, ce serait possible, ou en tout cas le zéro gaspillage alimentaire grâce à cette application? Oui, je pense que c'est possible. Les gens, là, il y a un mouvement qui est en train de se faire. Et comme elle le disait, là, on parle de non-gaspillage en fin de compte sur la produit de l'alimentation, mais elle le disait, sur n'importe quel produit. Il suffit juste de vouloir y croire, il dit pourquoi pas, et de mettre un peu. Voilà, quoi. Les clients ne le feront pas tout le temps. Mais il y a juste à télécharger l'application, elle est très très bien conçue, graphiquement elle attire, et on regarde et voilà, on se dit tiens, pourquoi pas ce soir, est-ce que je vais avoir mon pain? Alors, il y en a qui se réveillent relativement très tôt. On a des clients qui, à minuit, 1h, 2h du matin, ont déjà sélectionné les paniers. L'avantage du commerçant, il réajuste effectivement en temps réel, du coup, dans sa journée. Pour nous, la pâtisserie, tiens, finalement, c'est un peu plus calme. Ça, on ne va pas pouvoir le vendre. Du coup, pour nous, ça va être à perte. Et du coup, on rajoute 1, 2, 3 paniers. Et on voit que les gens sont assez réactifs parce qu'ils reçoivent du coup des alertes. Donc, il y a vraiment une numérisation et un échange interactif qui se fait. Et du coup, ça permet effectivement... je suis pratiquement à 99% de paniers qui sont vendus de toute façon. Quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que vous mettez sur J'en mets 5, 10. Je veux dire, on se rend compte qu'il y a quand même une demande et les gens sont quand même là. Ouais.
Bon, ça va bien au-delà du greenwashing aujourd'hui. On considère que si ça continue comme ça, le gaspillage sera vraiment réduit, ce qui fait que derrière, vous parliez effectivement tout à l'heure, on parlait de l'ozone, etc., mais ça permet effectivement d'aller plus loin dans la démarche écologique, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un effet un peu pervers, si je m'explique, par rapport justement à, typiquement vous, restaurateurs gourmets, travaillant des produits d'exception, il y a toujours un certain standing. Est-ce que ça va de pair justement avec cette volonté de mettre stop au gaspillage? Comme en discutant quelques minutes avant l'émission, on le disait, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer des étoilés Michelin faire des paniers repas à prix bradé. Ça, je pense qu'après, c'est chaque volonté effectivement du dirigeant ou du chef en question de se dire, voilà, est-ce qu'on est d'accord sur cette démarche-là ou pas? C'est toujours pareil, ça dépend de savoir aussi ce que l'on est capable de vouloir mettre. Est-ce que, on parlait d'étoilés, ils sont aussi en mesure de se dire, tiens, j'ai 2-3 légumes qui sont pas beaux. Ça a été aussi d'ailleurs pas mal de campagnes officielles sur, tiens, c'est pas beau, on n'en veut pas. Donc du coup, il y a eu ces campagnes disant, non, c'est pas parce qu'on n'est pas beau qu'on n'est pas capable d'être recyclé. Ça peut être pour des compotes, des purées, etc. Donc ils arrivent à s'adapter et ils arrivent quand même à sous-traiter quand même les produits indéfiniment pour ne pas avoir du coup ces pertes-là. Après, à eux de se dire si on a de la perte, est-ce qu'on utilise ce genre d'application ou pas. Je pense que c'est peut-être pas encore dans les mœurs de maintenant de se dire voilà, est-ce qu'effectivement quelqu'un qui fait de la très haute qualité, il est capable de pouvoir du coup passer le cap pour mettre ses produits en panier surprise mais il pourrait le faire. Hein. C'est tout à fait envisageable. Quant à vous, la prochaine évolution, vous allez adhérer à d'autres moyens justement comme ça de limiter l'impact sur la planète? On est ouvert à tout, hein. Exactement, oui. Ok, en tout cas, dernière petite question, ça vous apporte beaucoup, ça vous a mis un peu, si on peut dire, un pied à l'étrier ou en tout cas créer de nouveaux consommateurs, on le disait. Pour vous, ça va de l'avant, ce genre d'action. Ça nous a permis d'avoir des nouveaux consommateurs, ça nous permet aussi, nous, de nous remettre aussi en question et de pouvoir évoluer sur des nouvelles tendances qui existent, quels que soient nos âges, et de se dire, là, on sait qu'il y a des outils, on sait qu'il y a des gens qui veulent faire bouger. Voilà. Là, c'est vraiment un beau succès sur une application qui, en 2 ans, montre qu'on est capable de pouvoir, déjà sur l'alimentaire, et on peut le faire après, effectivement, sur d'autres produits, le textile, ou d'autres, voilà, pour pouvoir effectivement... Il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup Franck Moulard d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Je vous laisse repartir direction la régie et comme chaque lundi, on passe à l'instant sport avec Sébastien Germain. Salut Seb. Salut Manu. Ça va bien? Ça va très bien. Alors ce soir, on va parler rugby, sport que tu aimes bien, avec un club suisse qui évolue en France. C'est la curieuse situation du Servette Rugby Club. Marc Boucher, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes le président. Donc je disais, vous évoluez à l'heure actuelle en promotion d'honneur, ce qui correspond au 7e échelon du rugby français. Et pourtant, vous êtes un club de Genève. Comment c'est possible? C'est possible parce qu'on a demandé l'autorisation de pouvoir jouer dans le championnat français. Donc si je reviens un petit peu en arrière, le club s'est créé il y a plusieurs dizaines d'années, puisque le club s'est créé en 1890 à Genève. Ça avait démarré avec un club de rugby, puis les événements de plusieurs dizaines d'années ont fait que le rugby a disparu et que le foot a perduré. Et il y a quelques années, donc en 2013-2014, un ancien joueur, enfin un Genevois qui avait joué en France de manière professionnelle, trouvait dommage que pour jouer au rugby à haut niveau, il faille partir. Il y a beaucoup de jeunes très prometteurs à Genève et dans la région qui, dès qu'ils veulent accéder à un certain niveau, doivent partir, doivent quitter Genève. Et c'est dommage parce que beaucoup se déracinent, d'autres ne peuvent pas le faire, les parents ne peuvent pas les emmener. C'est toujours difficile de devoir partir pour jouer le sport qu'on aime. Et donc voilà, le club, l'idée de refaire renaître le Servette à cette époque-là, venait de là. Alors depuis maintenant 4 ans, on peut dire, vous survolez tous les championnats. Vous avez commencé donc au 10e échelon, c'est bien ça? Au 11e, oui, en 11e échelon. Série. Si je ne dis pas de bêtises, 4 défaites depuis 2014. Alors je ne les ai pas comptées, on préfère éviter ce genre de souvenirs. Vous n'avez pas le sentiment de ne pas être justement à votre place dans ce milieu d'amateur où vous êtes clairement au-dessus? Non, je pense qu'on est à notre place. C'est vrai que sportivement, on est au-dessus, où on gagne beaucoup des matchs qu'on joue. C'est vrai que pour ce qui est des scores, effectivement, on peut penser ça, mais je pense qu'on est à notre place. On est un club amateur. On est un club amateur avec l'envie d'atteindre le plus haut niveau possible, toujours dans les rangs amateurs. Donc c'est notre niveau. Voilà, on est dans une ville où le rugby n'est pas le sport prépondérant. On a du mal à faire venir du monde au stade, à créer de l'engouement autour du rugby. Donc je pense qu'on est tout à fait dans notre place dans ce rugby amateur. Ce rugby amateur, ça ne veut pas dire rugby de bas niveau.
Voilà, donc on essaye de monter les échelons le plus possible pour que les choses soient un peu plus équilibrées. On l'a vu ce week-end avec ce match contre Annemasse, qui était un match équilibré, qui aurait pu tourner à l'avantage d'Annemasse ce week-end. Donc on commence à être au niveau qu'on veut atteindre. Alors, vous le disiez, ce week-end, match contre Annemasse. Avant cela, vous avez remporté une nouvelle fois le comité du Lyonnais. C'est une satisfaction de pouvoir chaque année engranger des victoires et puis monter dans la hiérarchie? C'est l'objectif du club tous les ans, c'est de monter. Voilà, donc les scores ont peu d'importance. Ensuite, le titre national, le championnat de France, ça appartient aux joueurs. Mais pour le club, l'objectif, c'est de monter tous les ans. On se doit d'avoir, si on veut avoir une base de jeunes joueurs, une école de rugby importante, une académie qu'on appelle nous académie pour les moins de 18, moins de 16, moins de 14, importante aussi. On doit avoir un objectif, une équipe première qui brille, qui avance, qui progresse. Et donc pour nous, c'est très important que l'on puisse monter de division tous les ans. Donc voilà, l'objectif atteint avec cette victoire très très difficile contre Gex, encore une fois. Donc quand vous dites qu'on survole les débats, ça peut paraître vrai, mais il y a aussi des équipes qui sont du même niveau que le nôtre. Et on a de la chance pour l'instant, c'est nous qui passons, mais ils auraient très bien pu passer aussi, que ce soit Gex ou Annemasse. On parle de BMX? Ah bah allez, parce que messieurs, justement, je fais la transition toute trouvée sur un autre sport olympique, car Seb, tu le sais très très bien, ce week-end avait lieu les championnats Auvergne-Rhône-Alpes de BMX. C'était à Montmélian et c'est une très belle occasion de faire un focus sur ce sport dont on ne parle pas assez sur cette chaîne et un club en plein essor également. Voilà. On regarde le reportage. Eh ben on regarde le reportage, tout simplement. Adrénaline, vitesse, contact, mais surtout plaisir. Voici quelques-uns des ingrédients qui font le sel du BMX. Ce week-end à Montmélian, en Savoie, ce sont près de 900 pilotes de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes qui se sont affrontés pour ces championnats régionaux. On travaille sur des pistes qui sont sélectionnées par la FFC. Donc on a 4 lignes avec un certain nombre de bosses. Le championnat se déroule sur une participation à 3 courses, 3 races, donc de qualification. Et après, donc chaque qualifié participera 8e, quart de finale, demi-finale et finale. Ça fait partie des 4 grandes courses Auvergne-Rhône-Alpes de BMX. Et cette 4e course, le championnat, donc, est particulièrement intéressant parce qu'il permet d'avoir tous les pilotes sur le challenge, aussi bien un jeune, on va dire, débutant ou légèrement débutant, jusqu'au niveau national. Donc ce championnat est obligatoire pour avoir une sélection sur les niveaux France et international. Discipline olympique depuis 2008 et les Jeux de Pékin, le BMX se séduit de plus en plus, notamment grâce à son côté très spectaculaire. Alors, la première chose, c'est de ne pas avoir peur, d'être quelqu'un qui n'a pas peur du danger, qui se fasse confiance. La confiance, c'est le point de base. Quand on se fait confiance, on n'est pas en danger. Quand on est hésitant, on peut se faire un petit peu plus peur. Et puis après, qualité technique, d'adaptation, c'est un sport qui demande énormément de temps d'apprentissage pour la technique. Et puis d'un point de vue physique, force, explosivité, pour sortir de la grille le plus fort possible. Et puis de la résistance pour terminer la piste parce que c'est long quand même. C'est une piste que je ne connaissais pas, c'est exigeant, c'est sélectif. Donc voilà, on a des courses où les pilotes techniciens seront un petit peu devant. Il faut avoir un petit peu d'audace aussi. Des fois, on est un petit peu à la limite du dangereux parce qu'il y a le vent. Mais c'est un circuit intéressant pour une course au rat. L'organisation de cette compétition d'envergure est également une belle récompense pour le Montmélian Savoie BMX, l'un des 2 seuls clubs de Savoie-Mont-Blanc avec Crangevrier. Avec environ 200 licenciés, le club savoyard, élu meilleur club formateur en 2017, veut susciter des vocations. Nous avons monté il y a 2 ans maintenant une section Ride and School pour accueillir que les pilotes puissent aller le plus haut possible et concevoir études et sport. Donc on les prend en charge à l'école, ils viennent ici s'entraîner, ils vont en salle de muscu, faire la préparation physique. Et le but, c'est de les amener le plus haut possible, avoir le double projet scolaire sportif. Les Jeux Olympiques 2024 prévus à Paris verront peut-être des pilotes de BMX ayant fait leurs armes sur la piste de Montmélian. C'est tout le mal que l'on souhaite au club savoyard. Président Boucher, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'objectif c'est de monter. Monter jusqu'où? On verra, on n'a pas d'objectif assumé. On aimerait monter assez rapidement en fédéral, dans ce monde d'amateurs national. Après, on verra. Les marches sont de plus en plus importantes à franchir, à gravir. Donc voilà, on sait d'où on vient de la 4e série, une chose après l'autre, mais le premier objectif sera la fédérale. Il n'y a pas d'objectif en termes d'années
Vous ne dites pas en 2025, il faut qu'on soit en Pro D2. Non, on n'aimerait pas redoubler trop souvent avant d'arriver en fédéral, mais ensuite on verra. Ça sera une autre paire de manches. Les étapes, encore une fois, sont de plus en plus difficiles à franchir, plus on monte dans la hiérarchie du rugby français. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, la formation, là aussi c'est important, on l'a vu dans le reportage sur le BMX. C'est aujourd'hui pour des clubs amateurs, c'est indispensable la formation. Sinon un club ne vit pas, hein. On le voit, il y a beaucoup de clubs qui ont des difficultés justement parce qu'ils n'ont pas une base de jeunes, de formation saine. Nous, c'est notre objectif premier, c'est là où on investit le plus de nos moyens humains. On a beaucoup d'éducateurs diplômés, que ce soit à l'école de rugby ou à l'académie. C'est vraiment notre effort. On a démarré avec 0 gamin quand on a commencé en 2014. Aujourd'hui, entre les moins de 18 jusqu'aux moins de 6, on est à peu près 160 enfants qui jouent au rugby au sein du Servette. Donc voilà, donc il y a des joueurs, effectivement, des jeunes qui viennent des clubs aux alentours, mais il y a aussi un gros effort de formation, il y a un gros effort d'intégration sociale par le sport, d'intégration sociale par le rugby. Toute notre école de rugby, nos démarches d'initiation se font dans des quartiers défavorisés, parce qu'à Genève, il y en a. À Genève, ce n'est pas que l'opulence, il y a aussi des quartiers défavorisés. Et voilà, donc nos actions de découverte du rugby se font dans ces cités-là, la cité des Avanchés, qu'on appelle la cité, mais enfin c'est le quartier des Avanchés, la ville de Vernier qui nous aide énormément pour le développement du rugby dans ces quartiers de Genève. Donc voilà, donc 2 facteurs importants, la formation très très important, on met encore une fois beaucoup l'accent là-dessus, et l'intégration sociale par le sport avec tous ces jeunes qui aujourd'hui, s'ils n'avaient pas le sport, ils seraient peut-être un petit peu plus abandonnés, et ils trouvent dans le sport et dans le rugby en particulier le moyen de s'épanouir, de s'intégrer, de se faire des amis. Voilà, donc tout le monde est important, vous connaissez le rugby, tous les gabarits sont importants, tous les caractères sont importants, personne n'est identique à son camarade de jeu, donc c'est ça qui fait la merveille du rugby, et chez les jeunes, chez les petits, c'est un formidable moyen d'intégration. Merci beaucoup en tout cas Marc Boucher. On espère revenir vous voir, vous prendre des nouvelles et pourquoi pas fêter une montée en fédéral. Écoutez, on le souhaite. Merci beaucoup pour votre invitation. De rien, merci à vous. Et Seb, juste pour finir, et le couteau sous la gorge parce qu'on n'est pas en avance, quelques résultats rapidement. On commence avec du basket Pro B. Le maintien, malgré la défaite, est en cours pour Aix-Marne Savoie Basket, qui s'incline chez le leader Blois 78-70. En handball, la fin de saison est compliquée pour Chambéry, éliminé en Coupe de France, éliminé en Coupe d'Europe, et une défaite à domicile au Phare contre Aix-en-Provence. Chambéry est 9e du classement. En rugby, on vient d'en parler, Fédéral 2, le dernier club savoyard qualifié en 16e de finale aller, remis s'est incliné du côté de Saint-Jean-de-Royans, 38-24. Et enfin, on finit avec un résultat de waterpolo, National 1, une victoire pour Aix en Savoie, qui devrait terminer la saison 2e derrière l'intouchable Reims. Voilà. Rapide, facile, efficace, comme on aime. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. Nous, on se retrouve mercredi, parce que demain, c'est édition spéciale. Je vous en dis pas plus et je vous laisserai regarder, fidèle au poste. À bientôt sur 8 Mont Blanc.